Maintenant que tout le monde est là, bonjour, rebonjour. Merci à tous pour votre participation à ce jeudi de TI. Alors, la dernière enquête de Terrinovia sur les pratiques culturelles en colza montre que l'utilisation des biostimulants est en augmentation et atteint 10% des surfaces. Alors, quels bénéfices attendent de ces produits? Terrinovia présente le bilan de 4 années d'essai sur ces biostimulants utilisés sur colza. Je ne vous en dis pas plus et je laisse dans quelques instants Cécile Legal, chargée d'études chez Terrinovia, vous en parler et vous détailler ses résultats. Avant, sachez comme d'habitude que ce webinaire est enregistré. Vous pouvez donc le retrouver en replay sur YouTube et pendant la présentation, vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat en live. Nous serons ensuite ravis d'y répondre. Cécile, c'est à vous. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui, comme l'a mentionné Stéphanie, pour discuter des résultats d'essais que nous avons menés avec nos partenaires, que j'en profite pour remercier chaleureusement, entre les années 2019 et 2023, spécifiquement sur le colza. Donc, c'est ce que vous annoncez en fait, Stéphanie, aussi dans son introduction. Le colza est une plante sur laquelle en fait de plus en plus de biostimulants sont appliqués, sachant que les chiffres varient selon les sources. Alors, c'est ce que vous mentionnez, Stéphanie. Selon nous, notre enquête pratique culturelle que nous avons menée en 2024. Donc, c'est sur environ 10%. 10% des surfaces que sont appliquées au moins un biostimulant au cours de la campagne de colza. Donc, c'est un chiffre qui est augmentation parce que toujours selon nos sources, en fait, on était plutôt autour de 5% des surfaces en 2020. Et en fait, selon une autre étude qui a été faite par le cabinet Kinetech, eh bien, en 2023, finalement, là, on est plutôt sur un chiffre aux alentours des 20% de surface qui auraient reçu une application de biostimulant en colza. Et c'est une culture, en fait, qui est même, on va dire, en termes de pourcentage d'hectares couverts par les applications de biostimulants, c'est une culture qui est même devant les céréales et juste derrière, juste derrière le lin. Alors, les raisons, je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus parce que je pense que vous les connaissez. Depuis quelques années, j'allais dire, le colza, comme d'autres cultures, a eu à souffrir en fait d'à-coups climatiques très importants qui ont pu fortement pénaliser ses performances. Et par ailleurs, j'allais dire sur un autre sujet, on a un retrait en cours ou à venir en fait de molécules clés, comme par exemple le phosphate pour la gestion des ravageurs d'automne, qui fait que la gestion en fait des stress biotiques cette fois-ci que l'on a sur colza devient de plus en plus compliquée pour les producteurs. Et en fait, forcément, pour qu'une plante arrive à mieux résister aussi à ces stress biotiques, si elle est en meilleure santé, elle sera plus apte, en tout cas, à résister à ces agressions de bioagresseurs. Et c'est le pari que font les agriculteurs en utilisant ces biostimulants. Donc, on peut noter, en tout cas, une réelle recherche de solutions de la part des agriculteurs pour lutter contre l'ensemble de ces stress, soit de manière directe ou de manière indirecte. Et en tout cas, au niveau de Terrinovia, on s'est posé l'intérêt, d'évaluer factuellement l'intérêt de ces biostimulants pour améliorer les performances du colza. Alors, juste quelques petits points de définition préalable pour qu'on soit bien tous d'accord. Les biostimulants, jusqu'à 2019, ne bénéficiaient pas en fait d'une définition consensuelle au niveau européen. Elle a été introduite dans le dernier règlement sur les matières fertilisantes et supports de culture, qui est paru en 2019, mais qui n'est entré en application qu'en 2022, avec notamment des normes qui permettent de définir en tout cas les exigences qu'il va y avoir pour l'évaluation de ces produits. Ces normes ne sont parues qu'en 2024. Donc il y a quand même un sacré pas de temps. Donc ce qui veut dire que pour les essais que nous avons menés, nous, entre 2019 et 2023, les normes n'existaient pas encore. Donc on a dû se construire notre propre cahier des charges en fait, d'évaluation des biostimulants. Donc, un biostimulant, c'est un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux. Donc là, en fait, ça circoncie bien, j'allais dire, le périmètre d'action des biostimulants. On est bien sur les stress abiotiques, ce qui permet de les différencier par rapport aux produits de biocontrôle. Et par ailleurs, ça induit aussi une autre partie de la définition, c'est qu'un biostimulant, il est bien là pour stimuler des processus, il n'est pas là pour apporter des nutriments. Donc ce qui permet d'ailleurs de le différencier par rapport aux engrais. Et donc, ça veut bien dire que là, on va avoir une réponse de la plante qui va être différente selon son état et selon son environnement aussi dans lequel elle est. Les biostimulants, en fait, leur objectif aujourd'hui, ils sont définis au travers de 4 revendications. Donc,
ils peuvent améliorer une ou plusieurs caractéristiques en fait des plantes. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent porter finalement une ou plusieurs revendications. Et ces revendications sont notées donc là sur votre écran. L'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs, la tolérance au stress abiotique, l'amélioration aussi des caractéristiques qualitatives ou encore de la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le sol et dans la rhizosphère. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête, puisque jusqu'à 2019, c'est pareil, il n'y avait pas de catégorie possible de revendications qui étaient vraiment définies. Donc on pouvait avoir des revendications très diverses. Au niveau de Terrinovia, nous nous sommes concentrés en fait sur des biostimulants qui avaient trait aux 3 premières revendications et en particulier aux 2 premières. On va pouvoir en reparler juste après. Et donc, la dernière revendication, on a quelques produits, notamment des produits à base de micro-organismes qui ont été testés sur le colza, mais il y en avait trop peu, sur trop peu d'essais, pour pouvoir en fait les inclure dans la synthèse que je vais vous présenter. Et donc, la question qui peut se poser, c'est finalement quels produits à base de micro-organismes aujourd'hui sont inclus en tout cas dans la synthèse que je vais vous présenter. Donc, il y a les produits à base de bactéries endophytes, puisque eux, ils avaient une visée pour améliorer la nutrition du colza. Puisque là, ce sont des bactéries qui vont se développer à l'intérieur de la plante notamment et relarguer du nitrate à l'intérieur de la plante. Par contre, tout ce qui va être bactéries rhizosphériques, donc là, avait beaucoup plus une visée sol, la revendication était plutôt celle qui vous est pointée dans le petit cadre en pointillé. Dans ces cas-là, ceux-là ne sont pas inclus dans la présente synthèse. Au niveau des essais que nous avons conduits, donc la synthèse que je vais vous présenter, donc c'est une synthèse de 32 essais, dont 17 donc, qui sont issus du projet Adaptacol Carré. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un projet qui vise à évaluer les alternatives en fait pour sécuriser la production de colza en l'absence justement d'une molécule donc, qui s'appelle le phosmètre. Donc, ce sont des essais qui ont été conduits en partenariat. Donc, c'est pour ça que je remercie à nouveau les partenaires. Ces essais, vous voyez, ils ont été conduits, j'allais dire, dans la France entière, mais par contre, ils sont quand même beaucoup localisés donc, sur les aires de production majoritaire du colza, donc qui concernent majoritairement le nord de la Loire. On a cherché avant tout à mettre en place ces essais sur des sols avec des capacités de minéralisation limitées et surtout sans qu'il y ait eu d'apport de produits organiques dans l'année, voire même les 2 années qui précédaient le semis, pour ne pas avoir d'arrière-effet en fait bénéfique sur la croissance qui aurait pu complètement fausser l'évaluation de l'effet des produits de biostimulation des plantes que nous avons testés. Au niveau des produits qui ont été évalués, donc il y en a 16 aujourd'hui qui sont inclus dans la synthèse. Vous pouvez voir voilà, la famille de produits en fait, qui se rapportent justement aux 16 produits que nous avons évalués. Il y a beaucoup de produits donc, à base d'extrait d'algues. C'est tous les petits carrés qui sont, j'allais dire, les portions de camembert qui sont en vert. Et on a pas mal d'oligo-éléments ou alors de produits, j'allais dire, qui incluaient du phosphore et de la potasse en plus d'un principe actif de type, par exemple, extrait d'algues. Les positionnements de ces produits, donc on en a 3 majoritaires. En fait, ce sont des positionnements notamment automne, donc soit sur un positionnement démarrage de la culture, donc ce fameux positionnement semi-B4, ou des positionnements un peu plus tard, en fait, au niveau de l'automne, en B6, B8, voire avec quelquefois un relais en sortie d'hiver. Donc là, l'idée, c'était vraiment d'améliorer la vigueur du colza, de sécuriser la levée, en tout cas pour la première phase, ou alors d'améliorer la croissance et l'absorption des éléments nutritifs. Et on avait un deuxième positionnement qui était presque le positionnement historique des produits sur colza, qui sont plutôt à D1, D2 floraison, où là, l'idée, c'était vraiment de sécuriser la floraison, voire le remplissage qui arrivait derrière. Donc ça, c'est ce que j'allais dire, les effets que nous, on en attendait de ces produits. Et après, au niveau des revendications, on est vraiment, c'est ce que je vous disais, des produits qui étaient sur les 2 premières revendications que je vous ai présentées tout à l'heure. Alors, au niveau des résultats que nous avons... Alors oui, pardon, ça j'ai oublié de le préciser, parce que vous verrez apparaître ce chiffre tout à l'heure. Si on regarde en fait le nombre de modalités qu'on a testées sur les différents essais, ça fait que l'on a testé en tout 177 couples produits fois essai. Donc vous le retrouvez tout à l'heure, c'est pour ça que c'était important de le mentionner maintenant. Alors quelques petites précisions aussi sur les essais que l'on a menés en termes de description, de contextualisation. On avait voilà, des conditions de production qui étaient assez diverses, qui font qu'on a eu des rendements qui peuvent aller du simple au double à peu près. Des années climatiques qui ont été très diversifiées. Je ne vous refais pas l'historique voilà, des années que nous avons passées. Par contre, ce que l'on a pu remarquer, c'est que finalement, au-delà des années climatiques, on avait des différences de conditions climatiques vraiment essai par essai.
qui vous sont présentés notamment au travers, par exemple, de l'indicateur des sommes de pluie qui ont pu être reçues voilà, sur la période automnale et sur la période hivernale. Vous pouvez voir que, en gros, on varie entre du simple au sextuple pour la partie automnale et du simple, j'allais dire presque au double pour la partie à floraison. Donc, on a vraiment voilà, des conditions d'essai qui étaient très contrastées sur la partie, j'allais dire, stress climatique en tout cas. Ce que l'on peut voir, c'est qu'on avait beaucoup d'essais avec des pluies limitées à l'implantation, puisque vous pouvez voir que sur 44% des essais, on avait moins de 70 millimètres quand même entre le 15 août et le 1er octobre. Et on avait eu aussi pas mal de stress hydrique, pas trop de stress thermique, mais plutôt de stress hydrique à floraison, avec des colzas qui, selon les conditions de sol et puis les conditions qui se sont déroulées après, ont pu compenser ou non à l'issue de ces stress. Au niveau des résultats que nous avons pu obtenir, donc là, je vais vous faire un focus quand même assez rapide, mais sur les 32 essais, on a eu uniquement un essai avec au moins une modalité qui avait eu un impact significatif et positif sur le rendement. On a eu aussi un essai avec un impact significatif négatif sur le rendement. Donc, ça veut dire que si vous faites le ratio, on a quand même un tout petit pool d'essais où on a pu avoir des effets significatifs. Et quand je parle d'essais significatifs, on est allé regarder quand même la significativité à 10%. Voilà, on n'est pas resté sur le seuil de 5%, mais on est allé un petit peu plus au-delà. Et l'analyse que nous avons pu mener en regroupement d'essais n'a pas fait non plus apparaître d'effets significatifs sur le rendement pour aucun des produits qu'on avait testés en pluriannuel. Au-delà, j'allais dire, de ces résultats sur le rendement, ce que l'on a pu observer aussi, que ce soit pour les positionnements automne ou que ce soit pour les positionnements printemps, sur les variables intermédiaires que l'on a pu suivre et notamment sur l'estimation des biomasses, donc en entrée d'hiver ou en sortie d'hiver ou encore après à floraison et au stade G4, on n'a pas vu d'effet significatif ni positif ni négatif d'ailleurs, ni même de gros écarts observés sur cet indicateur qui pour nous est un indicateur assez intégratif en fait de tous les effets attendus qu'il y aurait pu y avoir sur colza. Donc ce qui a, j'allais dire, ce qui était assez cohérent avec l'absence d'effet qu'on a pu voir sur le rendement par la suite. Si l'on détaille un petit peu cet effet sur le rendement, si l'on se borne à calculer, j'allais dire, une moyenne arithmétique, l'écart de rendement moyen calculé, il est de moins 0,3 quintaux par hectare, autant dire qu'il est ni positif ni négatif, il est vraiment, j'allais dire, nul. C'est un résultat qui est non significatif, c'est ce que je vous mettais après, je vous ai mis le chiffre de la p-value. Vous pouvez voir la distribution voilà, des gains ou des pertes de rendement observées par rapport aux témoins. Vous voyez qu'on reste vraiment dans cet écart. On n'a vu aucun écart supérieur à 10% sur l'ensemble des modalités, des couples modalités essais que l'on a pu regarder, pardon. Et vous avez le détail, voilà, dans le petit graphique qui vous est présenté en bas à droite, des effectifs, donc ces fameux couples produits fois essai, la répartition entre les gains, les pertes de rendement qu'on a pu observer, celles qui étaient entre 5 et 10%, ou celles qui étaient au-delà de 10%. Et vous voyez que que ce soit des pertes ou des gains, on est vraiment sur très très peu d'effectifs qui sont concernés par ces valeurs un petit peu plus élevées que le reste. Alors, on a regardé justement à l'issue de ces résultats, voilà, qu'est-ce que l'on pouvait trouver dans la littérature. Donc là, c'est une méta-analyse qui a été publiée en 2022, qui regarde en effet les résultats, tout biostimulant confondu et toute famille d'espèces végétales confondues. Voilà l'effet qui a pu être observé au champ parmi les différents essais menés au niveau recherche. La catégorie qui nous intéresse, nous, qui comprend le colza et d'ailleurs aussi le tournesol, c'est cette catégorie autre. Et vous pouvez voir que l'estimation en fait du gain de rendement associé à l'application des biostimulants, il est positif déjà, et il est autour de 16,8%. Donc ce qui est très très au-dessus de ce que nous on a pu voir dans nos essais. Alors on a cherché à l'expliquer. Alors déjà, on n'était pas tout à fait sur les mêmes types de conditions pédoclimatiques. En général, on était sur des climats qui étaient continentaux, voire qui étaient arides, c'est-à-dire que pour les produits notamment qui étaient testés en fin de cycle, il y a eu des périodes de stress hydrique et de stress thermique qui étaient un peu plus importantes que chez nous. Et on sait très bien que quand il y a des stress plus importants, en général, on a une réponse aux biostimulants qui est un peu plus importante. On a aussi des effets moyens qui ont été calculés par famille d'espèces. On ne sait pas là le nombre décès qui étaient concernés par le colza. Donc voilà, ça prend quand même une interrogation, une incertitude. Et on sait aussi, les auteurs l'avaient pointé d'ailleurs dans la discussion de cet article, que les publications qui sont faites, j'allais dire de manière générale, ont tendance à mettre en avant des résultats positifs. Il est très difficile aujourd'hui de publier des résultats qui soient négatifs. Donc tout ça peut expliquer voilà, pourquoi on a cette différence, mais en tout cas, on a bien noté cette différence entre nos résultats et la bibliographie qui existe sur le sujet.
Alors, au-delà du rendement, on s'est aussi intéressé à l'effet des biostimulants, voilà, sur les indicateurs de qualité des graines. Et on a regardé notamment l'effet sur la teneur en huile pour le colza. Et là, c'est vrai qu'en regroupement d'essais, on a vu des produits avec des effets qui pouvaient être significatifs, en tout cas en regroupement d'essais, des effets positifs, des effets significatifs et positifs. Donc ça, c'est quand même un point à constater. Par contre, c'est vrai que quand on retourne vraiment dans l'analyse de ces résultats d'essais et que l'on regarde les gammes d'effets observés, ils sont tout petits. C'est-à-dire que on est de plus 0,1 à plus 0,2% de teneur en huile. Et aujourd'hui, on sait que même au niveau industriel, il faudrait au moins atteindre un cap de plus 0,5, voire de plus 1% pardon, de teneur en huile pour être vraiment considéré comme intéressant. Donc malheureusement, là, on est un cran en dessous. Et on a aussi poussé, j'allais dire, l'analyse jusqu'à faire une analyse économique, donc avec voilà, un certain nombre d'hypothèses qui vous sont présentées voilà, dans ce tableau. On a pris une hypothèse de prix du colza, donc à l'époque qui était de 400 euros par tonne, et on a pris en fait un coût de passage plus un coût de produit. Là, on n'avait pas forcément les prix pour les différents produits qu'on avait testés, donc on a fait des hypothèses, voilà, à 20 euros, 30 euros, 40 euros et 50 euros. Et ce qui se passe, que ce soit pour les positionnements automne ou pour les positionnements printemps, comme on avait des gains de rendement qui étaient soit nuls, soit un petit peu négatifs, soit un petit peu positifs, finalement, bah, ça fait que quand on rajoute derrière bah, le coût de passage et le coût du produit, bah, on est sur des moyennes de marge partielle qui s'avèrent négatives. Donc, en tout cas, dans les conditions de nos essais et avec les produits qu'on a testés, on n'a pas vu de bénéfice en fait sur la rentabilité du colza avec l'utilisation de ces produits biostimulants. Alors, ça nous a quand même un petit peu laissé sur notre faim ces résultats. On était un petit peu déçus. Et on s'est posé la question de voilà, pourquoi on n'a pas observé plus d'effets que ça de la part de ces produits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en particulier sur le colza, si vous assistez au prochain Jeudi de Terry, vous verrez que c'est pas tout à fait pareil sur les autres cultures, et notamment les cultures de printemps. C'est une culture, on sait qu'il y a une capacité de compensation hors norme, sous réserve, par contre, que bien sûr, la culture ait été bien implantée. Elle a une bonne capacité d'absorption des éléments minéraux, elle a une bonne capacité de compensation, c'est-à-dire le fait de pouvoir justement refaire des fleurs ou tout simplement en fait substituer une tige principale par des ramifications. Enfin, substituer avec des guillemets quand même. Mais voilà, on sait qu'elle a cette capacité à résister en fait et à s'adapter à des stress hydriques, à floraison et à remplissage, qui explique que bah, finalement on n'ait pas vu plus d'effets que ça. On a des applications aussi, notamment pour les positionnements automne, qui ont pu être assez distantes de la récolte. Malheureusement, même si on ne voit pas d'effet sur le rendement, on avait quand même voulu investiguer justement s'il n'y avait pas des effets transitoires qui pouvaient être visibles. Et là encore, on a été assez déçus puisqu'on n'a pas vu ces effets transitoires ou alors de manière très fugace et vraiment de manière très ponctuelle. Alors, on s'est posé la question du positionnement des produits qu'on avait testés, puisque là, on était sur des positionnants avec une, maximum deux applications sur l'intégralité du cycle du colza. Est-ce que la stimulation, finalement, n'était pas insuffisante par rapport en fait à tous les stress et tous les changements qui pouvaient être subis par la culture bah, voilà, au cours de la campagne? Est-ce que avec des programmes, j'allais dire, d'application renforcée, est-ce qu'on ne pourrait pas voir quelque chose, j'allais dire, là, d'un point de vue strictement technique? Je ne parle pas d'un point de vue économique. On a aussi, bien évidemment, la question de la variabilité hein, qui est inhérente aux essais. Ce qu'il faut savoir, si vous l'avez noté, on était sur des essais à 4 voire 6 répétitions. Donc, au bout d'un moment, quand vous avez 6 répétitions sur des parcelles de 60 mètres carrés et sur une dizaine de produits, tout de suite, vous tombez sur des plans d'essai qui sont énormes. Et donc, on a des CV qui augmentent aussi. Et comme on cherchait des situations plutôt en petite terre, en situation stressée, forcément, on avait des situations qui étaient plus hétérogènes. Mais ça veut dire que dans tous les cas, les effets des biostimulants étaient de trop faible ampleur pour on arrive en fait à les distinguer au sein de cette variabilité. On a aussi un réseau d'essais qui ne représente pas toutes les situations possibles. Hein. On n'a que 32 essais sur colza. Ça nous pose la question quand même, nous, derrière, voilà, du nombre d'essais qui seraient nécessaires pour arriver à mettre en évidence un effet. Et en fait, ça nous a posé aussi la question de finalement arriver à mieux cibler les conditions dans lesquelles tester les biostimulants pour avoir une réponse et de surcroît une réponse positive. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a quand même trop peu de connaissances sur les facteurs qui conditionnent la réponse de la plante aux biostimulants pour justement arriver à mieux cibler nos conditions d'essai et avoir plus de résultats. Et ça, c'est vraiment un frein, en tout cas nous, de notre point de vue sur la partie évaluation de ce type de produit.
Et enfin, je dirais pour conclure, et je pense que ça là-dessus, on est quand même tous alignés sur le même message. Les biostimulants, bien évidemment, ça s'intègre à l'intérieur voilà, de l'itinéraire technique du colza. C'est pas un produit miracle qui va pouvoir solutionner tous les stress qui vont pouvoir être subis par le colza. Ça ne remplacera certainement pas une bonne implantation. Ça va pouvoir apporter une aide, voilà, en plus de toutes les mesures agronomiques qui vous ont listées là de manière, j'allais dire, un peu restrictive sur cette diapositive. Mais voilà, ça doit s'intégrer dans un ensemble de bonnes pratiques et de bonne gestion, voilà, de la culture du colza. Et j'en ai fini, et donc je laisse la parole aux questions. Merci, merci beaucoup Cécile. Alors, il y a beaucoup de questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez encore en poser. Il est encore temps. On va les reprendre une par une dans l'ordre. Alors, première question. En 2017, il a été détecté des mycorhizes au niveau de la rhizosphère, des racines du colza. Avez-vous travaillé le sujet? Alors, au niveau des mycorhizes et même des micro-organismes de manière plus générale sur le colza, on a testé quelques produits. On a aussi, j'allais dire, travaillé dans certains projets à un niveau beaucoup plus recherche fondamentale, c'est-à-dire d'arriver à- à justement Mm. screener un petit peu les bactéries qui étaient favorisées par le colza, bactéries et champignons qui étaient favorisés par le colza, dont les mycorhizes. Faut savoir quand même que de manière générale, le colza ne mycorhize pas et qu'il sécrète en fait des substances qui sont, alors j'allais dire de type antibiotique, mais je pense que les spécialistes du sujet me diront que ce n'est pas ça. Toutes mes excuses. Mais en tout cas, ils ne sont pas favorables de manière générale aux bactéries. Donc j'allais dire, c'est une culture qui s'y prête difficilement. D'accord. Merci Cécile. Une autre question. Quand on parle de rendement, est-ce que ce sont des rendements nets ou bruts? Non, c'est des rendements nets, c'est des rendements aux normes. D'accord. Parfait. Troisième question. Avez-vous vu des effets sur les composants des rendements, nombre de siliques et graines au mètre carré, PMG? Alors, en effet, ça, c'est quelque chose que j'ai pas présenté. C'est des résultats. Alors, ce sont des variables, pardon, que l'on a suivis en fait sur plusieurs années au sein de nos essais. La seule chose, c'est que là, on parle bien d'essais en microparcelles, donc on prenait quand même, je crois, entre 40 et 50 plantes. Donc, ce qui est quand même assez conséquent. Mais on voyait qu'on avait une variabilité en fait entre les parcelles qui était énorme. Donc, j'allais dire, on n'a pas vu d'effet, mais on a arrêté aussi, nous, de faire ce genre de notation à l'échelle microparcelle. J'insiste encore une fois là-dessus, Mhm. parce qu'on jugeait qu'en fait, c'était trop hétérogène pour arriver à avoir quelque chose. D'accord, merci. Ensuite, avez-vous fait l'analyse de ces résultats par rapport aux trois stades, 2 automnes et un printemps, et par rapport Oui, au potentiel de l'année et de la parcelle? oui, alors c'est Oui. tout à fait. En fait, là, je vous ai présenté vraiment un résultat global, mais à chaque fois, en fait, on a fait l'analyse des résultats par rapport au positionnement du produit qu'on avait regardé, et donc par rapport aux conditions de sol et de climat qui avaient été, enfin voilà, qui avaient eu lieu pendant l'année. Et on a essayé notamment aussi de voir s'il y avait un lien entre l'effet des biostimulants et excusez-moi, Mhm. certaines variables climatiques. Donc notamment, je vous parlais de la somme de pluie. On a aussi regardé l'occurrence ou non de phénomènes de stress thermique, voilà, sur le colza. Et malheureusement, on n'a pas vu de lien, c'est-à-dire que par exemple, dans les situations où on considérait qu'il y avait un stress qui était plus important, on n'avait pas d'effet bénéfique en fait des Mhm. biostimulants qui étaient beaucoup plus importants. D'accord. Une autre question sur les pertes de rendement, dont les pertes significatives. Avez-vous creusé ce qui a pu causer cette perte, surtout la perte significative, car les éléments de composition des biostimulants n'ont a priori aucune raison d'engendrer des phytotoxicités. Je vais y arriver. Tout à fait. Alors ça, c'est des résultats, j'allais dire, on les présente dans un souci de transparence, pour que, voilà, parce qu'une fois qu'on regarde les effets significatifs, ben, on regarde sur les deux, voilà, des deux côtés, j'allais dire, du miroir. Pour le coup, on a eu la réponse, en effet, pour ce produit-là. Il y avait bien un produit et on a su pourquoi après. Mais il y avait bien une raison derrière. Très bien. Pour le seul couple essai produit significatif, avez-vous pu observer un effet indirect sur la maladie du FOMA? Il n'y avait pas de FOMA dans les essais. D'accord, comme ça c'est clair. Désolée. Le colza ayant une cuticule cireuse, est-ce que ce n'est pas un obstacle pour certaines formulations?
C'est une bonne question. Là, j'allais dire, je n'ai pas discuté de ce point-là avec les différentes firmes voilà, qui nous Mm. ont confié leurs produits biostimulants, donc je voudrais pas répondre une bêtise. D'accord. Nouvelle question. Au vu des enracinements très moyens, notamment en sol hydromorphe, peut-on imaginer plus d'intérêt cette année, notamment si un stress hydrique intervient? Alors, Tu peux répéter excusez-moi, la je me question. permets de prendre un petit peu le temps Ouais, de la réflexion. Alors, notamment, nous, on avait regardé l'effet parce que ça, c'est pareil, c'est des notations que je ne vous ai pas présentées, mais on regardait l'effet des produits, en fait, sur la longueur du pivot. Bien évidemment, pour les produits qui étaient appliqués en début de cycle, hein, pas pour les produits appliqués à floraison. On n'a jamais vu d'effet. Donc, je ne sais pas si ça pourrait stimuler. Après, par contre, le problématique des effets au champ sur cette partie racinaire, c'est que très clairement, à part la longueur du pivot sur colza ou le diamètre au collet, nous, on n'est jamais allé plus loin parce qu'on considérait que à partir du moment où on arrache la plante, on perd tellement de racines secondaires qu'on ne peut pas voir s'il y a eu un effet ou pas. Après, nous, on n'a pas fait beaucoup d'essais en sol hydromorphe, très clairement. On était plutôt sur des petites terres qui étaient plutôt à caractéristiques drainantes. Par contre, on avait des situations, en effet, où on avait des pivots coudés ou fourchus et on n'a pas vu d'effet sur les produits que nous, on a testés en tout cas. parfait, merci beaucoup. Autre question, est-ce que vous comptez poursuivre ces essais après les résultats obtenus? C'est une bonne question. Je vous avoue que nous, on s'interroge. Sur le colza, on a vraiment l'impression qu'en tout cas, voilà, c'est une culture qui compense beaucoup et que même si on va au-delà hein, des résultats significatifs, c'est ce qu'on a essayé de faire, on a des effets observés. Alors certes, ça reste sur le rendement, mais encore une fois, on n'a pas beaucoup d'effets non plus visibles sur les variables transitoires. Ça nous Dans la gamme de familles qu'on a testées, on se dit que pour le moment, on va pas forcément continuer de manière aussi intensive que ce qu'on a pu faire, voilà, sur les années précédentes. D'accord. Une autre question, avez-vous fait des analyses de sève pour voir ou d'autres, pour voir s'il y avait des facteurs limitants? D'autres Alors, facteurs limitants, comme des carences induites en oligo, par exemple? on n'a pas fait d'analyse de sève, tout simplement parce qu'au niveau je vais y arriver, au niveau des méthodes qui existent Mmh. aujourd'hui pour faire de l'analyse de sève, sur oligo-éléments et sur colza, il y a pas de référence, en fait. Et on n'a pas non plus de référence sur les teneurs qu'il faudrait y avoir pour, dire si oui ou non s'il y a carence. On a quelques essais aujourd'hui voilà, sur lesquels mais qui sont assez anciens, et c'était pas des analyses de sève, c'était plus des analyses de teneur foliaire. Donc on n'en a pas fait parce que pour nous, on n'avait pas de référentiel auquel se comparer. Très bien. Ensuite, je continue, au niveau de l'analyse statistique, avez-vous fait tourner le jeu de données sur des significativités à 10 ou tendance à 15? Alors, on a fait tourner notre jeu de données à 5, 10 et 15 pour être très D'accord. clair. Là, les résultats que je vous ai présentés, quand je vous parlais de seuil de significativité, nous, on a choisi de retenir le seuil à 10 tout simplement parce qu'on sait que les effets des biostimulants pouvaient être quand même assez réduits. Donc, on a voulu quand même passer à la barre de 5 à 10. Par contre, on n'a pas voulu aller, j'allais dire, dans une présentation des résultats sur le seuil de 15 qui nous paraissait trop élevé. Mais honnêtement, même à un seuil de 15 on n'a pas réussi à ressortir, en tout cas, un regroupement d'essais d'effets significatifs. Très bien. Ensuite, avez-vous des différences de PMG? Non. Non, On d'accord. l'a regardé aussi, ça fait partie, pour le coup, des composantes de rendement, que l'on a, regardé en routine. On a regardé aussi la teneur en protéines, voilà, là, je vous ai présenté que la teneur en huile, mais voilà, on n'a pas vu d'effet sur le PMG. Pas de différence, Après, OK. j'allais dire, par rapport aux produits qu'on a testés, pour les produits qui étaient quand même, appliqués à floraison, ils avaient vraiment une volonté de sécuriser, j'allais dire, la floraison, donc plutôt le nombre de grains par mètre carré, pas le PMG. D'accord. Alors les questions continuent. Initier des essais grande bande ne pourrait-il pas permettre d'apporter des informations supplémentaires à ce réseau, car en C'est une conditions qui seraient plus proches de la ferme? Ce sont des questions que l'on se pose, très sérieusement, nous, en tout cas, en interne. Pour le moment, on attend d'avoir une méthodologie, j'allais dire de design d'essai, c'est-à-dire de design de réseau d'essais et aussi une méthodologie d'analyse statistique qui soit suffisamment robuste pour se lancer dans ce mode Non. d'essai-là. D'accord, merci. Dans la liste des 16 types de produits évalués, vous avez mentionné 17 de NPK. Pouvez-vous nous détailler de quel type de produit
biostimulant il s'agit? Alors sur les produits, en fait sur les produits NPK en général, il n'y avait pas que ça. C'est-à-dire il y avait du phosphore sous différentes formes et il y avait excusez-moi, du potassium sous différentes Oui, formes. Et en fait, j'ai laissé le terme NPK parce que c'est celui qu'on m'avait confié, mais le N venait en fait d'azote sous forme organique, donc soit mmh, acide aminé, soit autre forme organique. Et assez souvent, en fait, ce P et ce K étaient associés à d'autres composés. d'accord. Et enfin, C'était la pas des dernière engrais, je précise, pardon. Je te coupe la parole, c'était d'accord, pas des engrais d'accord. comme tel. Merci beaucoup Cécile. Et la dernière question, en conclusion, vous indiquez que le biostimulant est une aide, pas un substitut, ce en quoi, la personne partage. Partant de ce constat, pourriez-vous envisager des essais systèmes et donc pas des essais microparcelles? Tout cela pour tester des systèmes en incluant le travail du sol, les apports de matière organique, où là, on peut imaginer que les biostimulants peuvent avoir un impact, ont un impact. Alors, nous, on n'est pas allés sur des essais systèmes. Là, pareil, c'est des essais que je vous ai pas présentés là. Par contre, on a f engagé le travail en essayant d'adapter, en fait, l'itinéraire technique du colza, du fait de l'inclusion, donc de ces biostimulants, par rapport aux effets attendus. Donc il y a des essais, par exemple, où on a modulé la dose d'azote, puisque là, on peut faire pardonnez-moi, une mesure Mmh. pour les produits avec des positionnements automne, on peut faire des mesures de la biomasse, en entrée d'hiver et en sortie d'hiver et ensuite moduler la dose, d'azote apportée au printemps, en conséquence. On a aussi travaillé sur des essais où on modulait, notamment les programmes pesticides, voilà. Mmh. Pour le moment, on n'est pas allé plus loin parce que, j'allais dire, faute de résultats qui soient suffisamment importants, on ne se lancera pas dans un essai système qui est quand même des essais qui sont très lourds, qui sont à suivre sur plusieurs années, sans avoir, j'allais dire, un peu plus de matière à se mettre, Ouais, sous la dent, en amont. d'accord, très bien. Et enfin, dernière question, avez-vous testé des biostimulants en traitement de semences? On en a testé quelques-uns sur colza, mais on a testé beaucoup plus, sur tournesol. Très bien. Parfait. Bah, écoutez, merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Beaucoup de questions. Ah, et une petite question, non, un complément, d'un expert de Terrinovia, Franck Durwex. Je vous la partage dans nos travaux parce que la compétitivité des itinéraires techniques est un enjeu. Il faut, comme le dit Cécile, avoir une idée assez précise de l'efficacité de chaque levier. Bah, écoutez, merci. Merci à tous, d'avoir suivi avec intérêt, avec beaucoup de questions. Ça, c'était super, cette présentation. Merci beaucoup Cécile, pour cette présentation très claire et très synthétique. On espère, on est même sûr que ce webinaire vous a intéressé. On vous donne donc rendez-vous le 27 mars pour la suite avec les résultats d'essais sur les cultures de printemps, toujours en biostimulant. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce webinaire sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à le liker, à le partager dans tous vos réseaux. À très bientôt et très bonne après-midi.